OK, c'est bon. Euh, Bonjour tout le monde. Euh, Merci d'être présente et présent à notre deuxième édition francophone de Behind the Scene. Behind the Scene est notre rendez-vous mensuel, éducatif et bilingue. On alterne entre le français et l'anglais à Max Ottawa pour offrir des ateliers d'éducation ou de sensibilisation. Et la première édition francophone de Behind the Scene portait sur une introduction aux diverses réalités en lien avec la non-binarité. Puis vous pouvez trouver cet atelier-là et cette présentation sur notre chaîne YouTube. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Max Ottawa, pour rester à l'affût de nos prochains événements. Donc, notre tradition à Max Ottawa consiste à reconnaître et à rappeler que nous nous trouvons aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Puis je voudrais rappeler aussi que seulement la présentation de Félix sera enregistrée. Donc, vous voyez l'enregistrement en ce moment, mais la partie question-discussion ne le sera pas. Et puis, si jamais vous apparaissez sur l'enregistrement, je vais vous couper au montage. Il n'y a pas de problème. Donc, petit rappel des règles avant de présenter notre cher conférencier Félix. Il va de soi qu'aucun comportement et qu'aucun propos qui soit irrespectueux ou méprisant ne sera toléré. Notre présentateur vous donnera l'occasion de réagir et de poser vos questions. Cependant, je souhaite rappeler qu'il est possible aussi de poser vos questions de façon anonyme en vous adressant directement à moi ou à Félix dans le chat privé. Mais sinon, vous pouvez poser vos questions dans le chat directement ou en personne à la fin avec votre micro. Et donc, je vais présenter Félix, notre cher conférencier. Félix Deslauriers est doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa et titulaire d'une bourse d'études supérieures du Canada Vanier. Ses travaux s'intéressent au discours des sciences humaines sur l'homosexualité depuis les années 70, qu'il analyse à partir d'une posture théorique influencée par le féminisme matérialiste. Il a co-organisé le colloque international Penser la dénaturalisation de la race et du sexe, actualité de Colette Guillaumin à Ottawa en juin 2019. Et Félix a accepté aujourd'hui de présenter pour nous parce qu'un de nos objectifs à Max Ottawa est d'essayer d'établir un pont entre la communauté puis le milieu académique et universitaire à travers, par exemple, la vulgarisation de certaines recherches, puis à travers des discussions autour de différents projets. Donc, merci Félix d'avoir accepté de présenter et je te donne la parole. Ben, merci à toi, en fait, Khaled, puis merci à Max Ottawa pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont présentes également. Ça me touche beaucoup de voir plein de visages que je connais et d'autres que je ne connais pas. Donc, merci pour votre intérêt. Je vais partager mon écran. Parce que j'ai un petit PowerPoint. Joanne, tu seras fière de moi. Alors je me présente, Félix L. Deslauriers, je suis doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa. Puis ma présentation aujourd'hui va s'appuyer sur mon travail de thèse qui est en cours et qui s'intéresse au discours scientifique sur l'homosexualité et plus particulièrement aux discours qui sont formulés au nom des minoritaires, donc au nom des homosexuels, dans le champ des recherches en sciences humaines depuis les années 70. Donc, autrement dit, moi, je m'intéresse au corpus des études gays et lesbiennes. Et à ce stade-ci, déjà, peut-être que vous vous posez la question qui terrorise toutes les personnes en thèse dans les soupers de famille. Donc, à quoi ça sert ta recherche? Plus particulièrement, donc dans mon cas, à quoi ça sert de s'intéresser au discours scientifique sur l'homosexualité? Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait des petits effets dans mon PowerPoint, mais donc les réponses apparaîtront plus tard. D'emblée, moi, je serais tenté de répondre à la blague en disant que ça ne sert à rien de s'intéresser au discours scientifique sur l'homosexualité parce que, contrairement à Max Ottawa, moi, je n'offre pas de service directement pour venir en aide là, à un groupe minoritaire ou à un autre. Mais évidemment, donc, ça serait inexact de dire ça. Donc, pour introduire mon propos, je voudrais souligner deux raisons pour lesquelles il m'apparaît pertinent de s'intéresser au discours scientifique sur l'homosexualité.
Première raison, donc, ça permet de problématiser l'idée selon laquelle l'oppression des groupes minoritaires ne s'appuierait que sur des discours religieux, ou en tout cas des discours qui sont réputés fondés sur des croyances irrationnelles ou dénués de fondements scientifiques. On va souvent dire que l'oppression des lesbiennes et des gays s'appuie sur la religion. Et à ce titre-là, on va avancer qu'il faudrait lui opposer en retour un discours fondé sur la science. Donc, dans cette optique-là, on va faire jouer la raison contre les croyances, la tradition, le savoir contre les croyances, la raison contre la tradition. Et évidemment, ce n'est pas tout à fait faux de dire que la religion a pu contribuer à légitimer l'oppression des gays et des lesbiennes et qu'elle participe encore à le faire dans une certaine mesure aujourd'hui, mais ce serait un énoncé à nuancer. Par ailleurs, je comprends aussi la valeur rhétorique que ce type d'argument-là peut avoir, de poser le discours de l'oppression du côté des croyances et le discours qu'on lui oppose, de le draper donc, dans la légitimité de la science et de la raison. Je comprends tout à fait la pertinence rhétorique que ça peut avoir. Mais en fait, c'est un argument qui m'apparaît fragile et surtout à double tranchant. Donc, c'est souvent une façon de dire que l'oppression des lesbiennes et des gays elle serait localisée ailleurs ou qu'elle appartiendrait au passé, parce que dans les sociétés occidentales contemporaines, le discours scientifique a en partie supplanté le discours de la religion comme garant de la vérité. Donc, l'ennui avec cette façon de présenter les choses-là, c'est que ça ne nous permet pas de comprendre comment l'oppression s'exerce et se justifie ici et maintenant par le biais de discours qui ne sont pas que religieux. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on célébrait cette semaine la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, journée qui a lieu chaque année le 17 mai pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé de déclassifier l'homosexualité comme maladie mentale. Or, cette décision-là, elle a été prise en 1990. Donc, on voit que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusqu'à tout récemment. Bon, c'est vrai que 1990, c'est pas nécessairement hier, mais en même temps, c'est pas le Moyen Âge non plus. Pour moi qui suis né donc dans les années 90, je considère que ça fait encore partie de l'histoire récente parce que, après tout, je suis pas si vieux que ça. Mais ça montre donc que l'oppression d'un groupe minoritaire, ici les gays et les lesbiennes, peut se légitimer dans nos sociétés contemporaines par des discours qui sont considérés comme scientifiques, comme vrais et donc comme tout ce qu'il y a de plus respectable. Une deuxième raison de s'intéresser au discours scientifique sur l'homosexualité, c'est que ça nous permet de problématiser les catégories qu'on utilise pour se nommer comme minoritaire et pour nommer ce à quoi on s'oppose. Donc aujourd'hui, avec l'allongement de l'acronyme LGBTQ+, on constate un désir de faire éclater les catégories identitaires relatives au genre et à la sexualité. Mais ça ne veut pas dire que cet objectif d'éclatement des catégories, il est atteint ou qu'on a réussi à les dépasser, ces catégories-là. Si c'est possible aujourd'hui ou si c'est plus facile de choisir sa catégorie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est libre de ne pas en avoir du tout ou que ces catégories-là n'ont plus de signification. Ce qui montre qu'il reste du travail à faire pour défaire l'évidence des catégories. Et à ce titre-là, se pencher sur le discours scientifique, ça peut contribuer à cet objectif-là de mise en question des catégories, parce qu'en l'occurrence, la catégorie d'homosexualité, comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire comme une catégorie fermée de personnes dont on suppose qu'elles auraient une nature particulière, une orientation sexuelle qui les distinguerait du reste de la société, bien, cette catégorie-là, elle a en partie été construite par le discours scientifique, par le discours de la médecine et de la psychiatrie à partir du 19e siècle à des fins de pathologisation. Le concept d'homophobie, lui aussi, est une construction du discours scientifique en partie parce qu'il est issu de la psychologie sociale des années 60-70. Et même s'il visait à l'origine à renverser la pathologisation, c'est-à-dire à dire que ce n'est pas l'homosexualité qui pose problème, mais plutôt l'aversion envers l'homosexualité, bien, on va voir que ce concept-là, il a été critiqué et qu'il reste critiquable à plusieurs égards. Donc, le discours scientifique, ça peut être un lieu intéressant pour observer comment les catégories qu'on utilise sont construites comme vraies, mais aussi sont remises en question ou sont contestées.
Et revenir sur l'histoire des concepts et sur leur construction par le discours scientifique, ça peut nous donner une distance critique avec les catégories qu'on utilise un peu à tous les jours et qu'on tient pour évidentes, comme celles d'homosexualité et d'homophobie sur lesquelles je vais me concentrer aujourd'hui. Surtout, ces catégories-là, elles sont utilisées dans le militantisme, dans les luttes concrètes, donc à des fins de résistance ou d'émancipation. Mais on peut se demander dans quelle mesure ces catégories-là peuvent servir effectivement nos objectifs d'émancipation, dans la mesure où elles sont en partie construites par les rapports de pouvoir qu'on cherche précisément à combattre. Donc ça, moi, c'est la question de fond qui m'intéresse dans mon travail. Et c'est en fait mon principal objectif aujourd'hui que de développer un regard critique sur les catégories qu'on utilise pour se nommer comme minoritaire ou pour nommer ce à quoi on s'oppose quand on cherche à combattre une oppression comme l'oppression des gays et des lesbiennes. Alors, avant d'aller plus loin, je dois faire une précision ici. Je dois vous dire que je ne suis pas ici pour vous dire quelle catégorie utiliser ou ne pas utiliser. Je ne suis pas là pour vous dire si on doit préférer queer ou arsa à homosexuel ou à gay ou à lesbienne, par exemple. Je ne suis pas là non plus pour vous dire si on doit préférer hétérosexisme ou hétéronormativité à homophobie. D'une part, je ne prétends pas parler au nom de tout un groupe minoritaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les minoritaires font avec les catégories de leur domination. Et c'est ce que j'étudie dans ma recherche qui est en cours. Alors, ce serait beaucoup trop m'avancer sur les conclusions éventuelles de cette recherche-là que de vous dire, vous devez préférer tel concept ou tel autre. Mais surtout, j'estime que ce n'est pas tout à fait mon travail comme sociologue que de vous dire ça. Moi, je m'intéresse à la façon dont les rapports de pouvoir s'exercent et s'expriment dans le discours, y compris de façon très subtile et parfois là où on ne s'y attend pas nécessairement. Et par ailleurs, je considère que toutes les catégories sociales sont produites par les rapports de pouvoir. Donc ça, c'est un postulat de base du cadre théorique à partir duquel je réfléchis. Donc, dans ce contexte-là, je considère que mon travail, c'est d'éveiller la vigilance et l'esprit critique, pas vraiment de vous dire avec quels mots ou avec quel discours vous pouvez baisser la garde. Ça m'amène donc à faire une deuxième précision quant à ma posture aujourd'hui avant de continuer. Moi, je vous l'ai dit, je suis un doctorant à l'Université d'Ottawa, ce qui veut dire donc évidemment que je suis un universitaire et je suis un universitaire depuis très longtemps. Je calculais ça, puis je réalise en fait que ça fait presque 10 ans que je suis à l'université. Moi, j'ai commencé mon baccalauréat à l'UQAM en 2012. Et ça m'attire parfois une autre remarque dans les soupers de famille. Donc, on me demande, t'es pas tanné d'être à l'école? Donc, non, je ne suis pas tanné d'être à l'école. Je compte y être encore longtemps. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'y suis et ça peut venir avec certains défauts. Le langage universitaire, le langage de mon cadre théorique, c'est devenu mon langage à moi. Et parfois, j'ai tendance à oublier le langage qu'on parle à l'extérieur ou encore à chercher consciemment à le mettre à distance parce qu'on va le voir, ce langage-là, il est souvent piégé. L'ennui, c'est que ça fait en sorte que mon propos est parfois pas nécessairement facile d'accès pour tout le monde, y compris dans les milieux militants. Et ça, c'est dommage parce que ma recherche, elle a une dimension et une portée militante. Après tout, moi, je travaille sur la catégorie d'homosexualité, qui est la catégorie par laquelle j'ai été moi-même catégorisé, et je vous le dis en toute candeur, avec une certaine souffrance. Par ailleurs, je m'intéresse aux discours qui sont formulés au nom des minoritaires dans une perspective d'émancipation. Donc, vous comprenez bien que ma recherche, elle n'est absolument pas désintéressée, comme toute recherche d'ailleurs. Ceci dit, reste que je ne suis pas un militant au même sens où on peut l'être quand on travaille pour Max Ottawa ou pour un autre organisme militant ou communautaire. Ceci dit, je persiste à penser qu'il y a un intérêt pour les groupes militants à réfléchir aux catégories par lesquelles on lutte, avec lesquelles on lutte, et c'est tout le sens de mon travail, c'est tout l'objectif de ma présentation aujourd'hui. Présentation que j'ai conçue donc, pour un public qui n'est pas nécessairement universitaire, mais qui s'intéresse aux questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vous avoue encore une fois très candidement que c'est un défi pour moi d'adapter mon propos à ce public-là. Je ne prétends pas que ça va être parfait et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au besoin. Khaled va pouvoir me les transmettre.
En même temps, ceci dit, je vous regarde et je constate qu'il y a plusieurs universitaires dans la salle. Je reconnais beaucoup de visages. Alors, j'espère en fait que mon propos va être assez clair pour les personnes qui ne sont pas universitaires et qu'il ne sera pas trop ennuyeux pour les gens qui sont universitaires et qui travaillent sur ces questions-là. C'est mon défi que de m'adresser à tout ce monde-là en même temps. C'est un défi qui est considérable, mais je vais faire mon possible pour le relever. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Comme ma présentation s'appuie en partie sur mon travail de thèse, il me semble pertinent de vous en dire quelques mots rapidement, sans entrer dans les détails de l'affaire, parce que de toute façon, aujourd'hui, je ne vous présente pas des résultats de recherche. Ce que je vous présente, c'est une partie du raisonnement qui vient en amont de ma recherche. La question de fond qui m'intéresse, je l'évoquais à l'instant, c'est celle des enjeux de la prise de parole des groupes minoritaires et plus précisément des enjeux que pose l'utilisation des catégories qui sont celles de la domination. Alors, je précise dès maintenant que par minoritaire, je ne parle pas nécessairement des groupes qui sont moins nombreux dans une société, qui sont en moindre nombre, mais des groupes qui, dans une société donnée, sont en état de moindre pouvoir. Donc, par exemple, les femmes ne constituent pas une minorité au sens numérique du terme, mais constituent un groupe minoritaire au sens sociologique. Femmes, juifs, arabes, noirs, homosexuels, ouvriers, vieillards, enfants, tous ces groupes-là sont des groupes minoritaires et doivent donc composer avec des catégories naturalisées qui participent de leur domination. Et moi, je m'intéresse aux différentes manières de faire avec ces catégories-là, en me centrant sur une catégorie en particulier, qui est celle d'homosexualité. Sur le plan empirique, comme je le disais, ma recherche s'appuie sur une analyse de discours formulés au nom des minoritaires dans le champ des recherches en sciences humaines sur l'homosexualité depuis les années 70. Et sur le plan théorique, je m'appuie sur un courant qui est celui du féminisme matérialiste, courant qui est né dans les années 70 en France. Et plus particulièrement, je m'appuie sur les travaux de Colette Guillaumin, qui est une sociologue du racisme et des rapports sociaux de sexe. Ce cadre théorique-là, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais un jeune étudiant universitaire, puis j'ai vraiment trouvé des ressources très précieuses pour penser la situation qui était la mienne, pour penser la situation de domination que je vivais, puis mon rapport un peu ambivalent avec les catégories qu'on me disait que je devais utiliser pour me penser et pour me nommer. Donc, moi, je suis devenu absolument obsédé par le travail de Colette Guillaumin très, très tôt dans ma vie. Je ne m'attends pas à ce que ce soit la même chose pour vous et que vous en fassiez tout d'un coup votre nom de réseau Wi-Fi, comme c'est mon cas. Mais le travail de Colette Guillaumin participe, je pense, à faire l'originalité du regard que je peux poser sur le discours scientifique sur l'homosexualité. Alors, ça me semble utile de vous en dire là encore quelques mots. Dans ses travaux, Guillaumin soutient qu'il n'y a pas de groupe naturel, mais plutôt des rapports de pouvoir qui produisent des groupes réputés différents par nature. Donc, c'est Guillaumin, d'ailleurs, qui, la première, va utiliser le terme racisé, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Donc, dès 1972, Guillaumin propose le terme racisé pour souligner qu'il n'y a pas de race humaine, mais plutôt des rapports sociaux qui construisent certains êtres humains comme racisés. Guillaumin va appliquer à peu près le même raisonnement dans ses travaux sur les sexes en montrant que les catégories hommes-femmes sont les produits de rapports sociaux d'appropriation des corps, des rapports d'appropriation où les corps de la classe des femmes sont appropriés par les membres de la classe des hommes. Et en dehors de ces rapports-là, soutient Guillaumin, ce qu'on appelle le sexe biologique aurait aussi peu de signification que la couleur des cheveux, par exemple. C'est les rapports sociaux d'appropriation qui donnent signification au sexe biologique. Du point de vue de ce cadre théorique, la question donc, de la prise de parole des minoritaires, qui était celle que j'évoquais tout à l'heure, elle est l'enjeu d'un paradoxe. Parce que, je le disais, selon cette approche-là, les groupes humains sont construits par des rapports sociaux de domination matérielle. Et ici, on peut penser par exemple à la colonisation, à l'esclavage, à l'exploitation salariale, à l'appropriation des terres ou des corps. Donc, tout ça, ce sont des rapports sociaux de domination matérielle. Mais ces rapports-là, ils ont aussi des effets idéologiques qui contribuent à leur reproduction. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que ces rapports-là, ils se jouent dans les faits, mais ils se jouent aussi dans la tête et dans le discours. Et un des effets idéologiques des rapports de domination, c'est que la catégorisation des êtres humains, elle n'est pas symétrique entre majoritaire et minoritaire.
En principe, tout le monde est supposé avoir une catégorie, mais dans les faits, il y a des catégorisés et des catégorisants. En fait, il y a seulement les minoritaires qui sont nommés, qui sont catégorisés par leur appartenance de groupe et qui sont perçus comme différents dans le discours scientifique, comme dans le discours quotidien banal d'ailleurs. Le majoritaire, lui, n'est pas différent, il n'est pas différent de rien parce qu'il incarne la norme et qu'il fait passer sa culture pour universelle. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a une culture gay, mais on va rarement dire qu'il y a une culture hétérosexuelle parce que c'est la culture tout simplement. Pour vous donner un exemple encore plus banal, cette année, à l'émission L'amour est dans le pré, on a souligné à grands traits que le premier couple homosexuel de l'émission s'était formé, alors que depuis le tout début de l'émission, ce sont des couples hétérosexuels qui sont là et on n'a jamais senti le besoin de le nommer parce que tout simplement, l'hétérosexualité, c'est la norme, on n'a pas besoin de la nommer. Et ça, donc, c'est un exemple des effets idéologiques des rapports de pouvoir et on voit à quel point ça se répercute dans des situations tout à fait banales sans même qu'on y pense. Et les effets idéologiques des rapports de domination, bien, ce sont aussi des effets piégeants pour les minoritaires parce que ça les oblige à se penser à travers des catégories qui sont l'expression de leur domination en même temps qu'un moyen de son exercice. Donc, c'est pour cette raison-là que Colette Guillaumin va écrire que les rapports de pouvoir imposent certaines formes à la prise de parole des minoritaires et vont même jusqu'à leur imposer les termes de leur révolte. Donc, c'est l'extrait que je cite ici en haut. Mais en même temps, cette révolte des minoritaires, cette résistance, leur prise de parole, elle n'est pas perdue d'avance, parce que toujours selon Guillaumin, il peut avoir des effets théoriques à la colère des opprimés. Donc, ici, je reprends une formule célèbre de Guillaumin, qui écrit que les minoritaires, en prenant la parole, ont fait surgir le savoir que rien ne se passe qui ne soit histoire, y compris les catégories par lesquelles on lutte, les catégories par lesquelles les minoritaires se pensent et pensent leur lutte. Autrement dit, donc, quand ils se mettent à lutter, les minoritaires peuvent prendre de la distance avec les catégories de leur domination, peuvent les dénaturaliser, c'est-à-dire leur faire perdre leur caractère d'évidence et les voir comme des produits de rapports de pouvoir. Donc, on voit ici qu'il y a tout un paradoxe dans le cadre théorique à partir duquel moi je réfléchis autour de cette question-là de la prise de parole des minoritaires. Prise de parole qui, d'un côté, est piégée par les catégories de la domination, mais de l'autre est le moyen, le seul moyen, en fait, par lesquels ces catégories-là peuvent être remises en question. Donc, moi, c'est pour voir comment ce paradoxe-là est géré par les minoritaires, comment les minoritaires composent avec ce paradoxe-là, comment ils se dépatouillent avec les catégories de leur domination, que je m'intéresse au corpus des études gays et lesbiennes. Parce que, comme on va le voir, la catégorie d'homosexualité, c'est une de ces catégories piégées des rapports de domination. Alors, maintenant, je me tourne vers le discours scientifique sur l'homosexualité, qui est quand même le cœur de mon propos ici. Et on va voir en quoi le cadre théorique que je viens d'évoquer peut nous aider à problématiser les catégories que ce discours a contribué à construire, soit celles d'homosexualité et d'homophobie, sur lesquelles je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, j'en arrive à la première de ces deux catégories-là, avec un sous-titre qui peut paraître choquant, l'invention de l'homosexuel ou l'invention de l'homosexualité. Ça peut paraître un peu choquant comme formule parce que dans le sens commun, on est porté à penser qu'il existe des personnes homosexuelles et des personnes hétérosexuelles depuis la nuit des temps. Or, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les termes hétérosexualité et homosexualité sont en fait assez récents. Ils datent de la fin du 19e siècle. Et ici, moi, je m'appuie sur des travaux comme ceux de Michel Foucault ou de Brigitte Laumon, par exemple, travaux qui s'intéressent à la construction de la catégorie d'homosexualité par le discours scientifique depuis le 19e siècle, donc en particulier par le discours de la médecine et de la psychiatrie. Donc, dans quel contexte apparaît le mot homosexualité? Bien, il apparaît en Europe, plus précisément en Allemagne, autour de 1870. En fait, la première apparition date de 1869. C'est d'abord un militant qui l'utilise, un militant dont on pense qu'il était sans doute homosexuel lui-même, Karl Maria Kertbeny, qui va l'utiliser pour la première fois dans sa correspondance privée, puis ensuite dans des brochures anonymes qui sont rédigées en faveur de la décriminalisation des relations sexuelles entre hommes en Allemagne. Le mot homosexualitat, donc homosexualité en allemand, est alors opposé à celui de Normalsexualitat, sexualité normale.
Et pour Kert Benny, l'une et l'autre de ces sexualités-là sont également naturelles et légitimes. Donc, on voit que le mot homosexualité, à l'origine, il est inventé dans une perspective de légitimation, mais il va être rapidement adopté par la médecine et par la psychiatrie de l'époque dans des démarches qui, elles, vont viser à pathologiser les déviances. À partir de ce moment-là, l'homosexualité va être considérée comme une maladie, là où auparavant, on voyait plutôt les actes sexuels en personnes de même sexe comme des péchés ou des crimes. Donc, on voit qu'ici, le discours médical contribue à changer les choses, la façon de concevoir les choses. Mais plus encore, ce qui est nouveau, c'est qu'on considère les homosexuels comme une catégorie d'êtres humains spécifiques dans leur corps, avec une nature singulière qui les distinguerait du reste de la population. Avant ça, bien qu'on condamnait les actes sexuels comme la sodomie, par exemple, ceux qui les pratiquaient n'étaient pas nécessairement pensés comme des homosexuels au sens moderne du terme, c'est-à-dire comme une espèce d'être humain spécifique par leur nature. Et à ce titre-là, il est utile de noter que l'invention du concept d'homosexualité arrive à peu près en même temps, tiens donc, que l'invention de l'idée même de nature dans son sens moderne. Donc ici, je m'appuie à nouveau sur le travail de Colette Guillaumin qui a montré que l'idée de nature comme déterminisme biologique, c'est aussi une invention des 18e et 19e siècles. Avant, évidemment, on parlait aussi de nature. Le mot nature existe avant le 18e et le 19e siècle, mais ça n'avait rien à voir avec l'idée de nature comme on la conçoit aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec l'idée qu'on est programmé de l'intérieur pour être comme ci ou comme ça, pour faire ceci ou cela. Et Guillaumin va montrer dans son travail que l'idée de nature, elle a servi à justifier les rapports de domination qui s'intensifiaient à cette époque-là, donc colonisation, esclavage, prolétarisation, sexage aussi, parce qu'il n'y a que les dominés de ces rapports de domination-là qui sont réputés avoir une nature et être déterminés de l'intérieur par leur nature. Donc, si on revient aux objectifs du concept d'homosexualité au moment de son invention, on voit que le terme, il est d'abord inventé dans un objectif de légitimation, puis il va être ensuite récupéré par la médecine à des fins de pathologisation. Ça montre qu'un même mot peut servir à des objectifs opposés, comme c'est le cas aujourd'hui avec le terme queer, qui était à l'origine une insulte et qui a ensuite été réapproprié par les personnes concernées. Mais dans tous les cas, qu'ils soient proposés à des fins de légitimation ou de pathologisation, le terme homosexualité, il vise à nommer un écart à la norme, ça c'est certain, et donc on peut dire qu'il exprime un rapport de pouvoir. Parce que même si l'objectif de Kert Benny était de défendre les homosexuels en inventant ce mot-là, on a vu qu'il l'oppose à l'origine à la sexualité normale. Donc le pouvoir des majoritaires d'incarner la normalité n'est pas du tout remis en question à ce moment-là. D'ailleurs, si le terme hétérosexualité apparaît lui aussi pour la première fois dans la correspondance de Kert Benny, il va falloir beaucoup de temps avant qu'il devienne synonyme de la norme sexuelle. Ça peut paraître très étonnant aujourd'hui, mais il y a des travaux, notamment ceux de Jonathan Katz, qui montrent que le terme hétérosexualité a d'abord été utilisé dans la littérature médicale pour décrire un appétit sexuel morbide, donc pathologique, pour le sexe opposé. Donc, on voit ici qu'à partir du 19e siècle, le discours scientifique va prendre pour objet ce qui s'écarte de la norme, tout ce qui s'écarte de la norme, et va définir ces écarts-là comme problématiques. Et on va interroger la nature, la différence naturelle de ceux qui s'écartent de la norme. Donc ça tranche avec le discours religieux qui avait cours auparavant, qui parlait lui aussi de sexualité, mais qui se concentrait surtout sur la sexualité légitime, donc hétérosexuelle, et pas tant sur ceux qui s'en écartent. Donc on voit ici que ça, c'est un des premiers problèmes du concept d'homosexualité, mais aussi des discours qui contribuent à le construire à partir du 19e siècle. Il y a une absence de symétrie totale entre majoritaire et minoritaire. En fait, seul le minoritaire est nommé, seul le minoritaire est catégorisé et seul le minoritaire est objet d'une volonté de savoir, pour reprendre le titre d'un livre de Michel Foucault. Si on va parfois s'interroger sur les origines biologiques de l'homosexualité, il y a très peu, voire pas du tout de travaux qui s'intéressent aux origines biologiques de l'hétérosexualité, qui fonctionnent comme norme et que donc on n'interroge jamais. Un autre problème de ce concept-là et des discours qui vont contribuer à le construire, c'est qu'ils contribuent à naturaliser les catégories hommes-femmes. À l'époque,
une bonne partie des théories médicales sur l'homosexualité considéraient que les homosexuels formaient une sorte de troisième sexe entre les hommes et les femmes. Et paradoxalement, la création de cette troisième catégorie-là va surtout servir à consolider la croyance en l'existence des deux premiers, donc des sexes hommes et femmes, plus qu'à remettre en question la frontière entre les deux. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le discours scientifique sur l'homosexualité qui prend forme à partir du 19e siècle, il participe de ce que Guillaumin appelle la face idéologique des rapports majoritaires-minoritaires, et en particulier des rapports sociaux de sexe. Tout ça, ça peut paraître un peu rigolo, dépassé, vieillot aujourd'hui. Parler des homosexuels comme un troisième sexe, ça peut être un peu drôle, puis on peut se dire que c'est dépassé. Mais il faut quand même se rappeler qu'on utilise encore cette catégorie-là qui est celle d'homosexualité et on considère encore les homosexuels, ou en tout cas les minorités sexuelles de façon plus large, comme une catégorie d'êtres humains qui serait spécifique dans leur nature. Et ça, c'est l'héritage du discours scientifique du 19e siècle. On ne rompt pas tout à fait avec ça. Ça pose donc la question de ce qu'on peut faire avec une catégorie comme celle-là à partir du moment où on sait quel est le produit des rapports de pouvoir. Est-ce qu'on se la réapproprie pour revendiquer notre différence? Bien, en tout cas, c'est ce que certains vont faire dès cette époque-là, donc dès le 19e siècle, mais ce n'est pas nécessairement idéal parce que ça laisse aux majoritaires le privilège d'incarner la norme. On ne remet pas ça en question quand on fait ça. Alors, une autre solution dans ce contexte-là, ça peut être d'essayer de justement tourner le regard vers la norme, vers le majoritaire ou vers le dominant. Et ça aussi, le discours scientifique a essayé de contribuer à cet objectif-là, notamment par l'invention du concept d'homophobie. Donc, je passe ici au deuxième point. Là encore, avec un titre qui peut paraître un peu choquant parce qu'on pourrait penser, encore une fois, que l'homophobie est un phénomène qui remonte à la nuit des temps. Or, on vient de voir que c'est en fait assez récent qu'il existe des personnes qui se pensent et qui sont pensées comme homosexuelles au sens moderne du terme. Donc, évidemment, ça complique déjà un peu les choses. Par ailleurs, le terme d'homophobie lui-même, il est encore plus récent. Si le concept d'homosexualité date de 1869, celui d'homophobie, lui, va être inventé presque 100 ans plus tard. Il apparaît en fait aux États-Unis à la fin des années 60, dans un contexte qui est marqué par l'émergence de mouvements de contestation homosexuels comme on les connaît aujourd'hui. Dès les années 50, aux États-Unis, il y a des organisations qu'on va appeler homophiles qui vont émerger, comme la Mattachine Society ou les Daughters of Bilitis. Et en 1969, va avoir lieu la célèbre révolte de Stonewall, qui va donner le coup d'envoi à l'émergence de mouvements beaucoup plus radicaux, comme le Gay Liberation Front ou le Front homosexuel d'action révolutionnaire en France. Dans ce contexte-là, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale par la majorité de la société, mais aussi par une majorité de la communauté scientifique. Mais les pressions s'accentuent pour que ça change, notamment sous l'impulsion des mouvements militants. Alors, dans les organisations homophiles et homosexuelles de cette époque-là, on va souvent solliciter des scientifiques, surtout des psychologues, en fait, comme la psychologue Evelyn Hooker, pour contester le caractère présumément pathologique de l'homosexualité. Et c'est sous ces pressions militantes-là que l'American Psychiatric Association va finir par retirer l'homosexualité de son célèbre DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, encore une fois, on voit ici que le politique et le scientifique sont tout à fait imbriqués, on ne peut pas les dissocier. Il y a toujours un caractère politique de la science. C'est donc aussi dans ce contexte-là que le concept d'homophobie va apparaître. Le concept d'homophobie, son invention est attribuée à George Weinberg, un psychologue qui se décrit lui-même comme un allié hétérosexuel des mouvements homophiles et homosexuels. L'objectif derrière la création de ce concept-là, c'était de renverser la pathologisation. Autrement dit, on voulait dire que ce n'était plus l'homosexualité qui devait être considérée comme un problème ou une maladie, mais plutôt que c'est l'aversion envers l'homosexualité qui doit être considérée comme un problème requérant l'attention des psychologues. Weinberg écrivait d'ailleurs dans le livre qui a popularisé le concept d'homophobie qu'il ne considérerait jamais un patient comme en santé ou comme sain s'il ne parvenait pas à dépasser son hostilité ou son aversion envers l'homosexualité.
Donc, évidemment, l'homophobie n'a jamais officiellement été considérée comme une maladie mentale. En tout cas, elle n'a jamais été inclue dans le DSM, mais c'était plus ou moins l'objectif au départ que de renverser la pathologisation, de renverser ce qui fait problème. Objectif qui d'ailleurs était partagé dans une bonne partie des mouvements homosexuels de cette époque-là, y compris les plus radicaux. Donc, je donne ici un exemple. Même si la notion d'homophobie était très peu connue en fait à l'époque, surtout en France, un militant du Front homosexuel d'action révolutionnaire, Guy Hockenheim, en France, va écrire en 72 « Ce qui pose problème, ce n'est pas le désir homosexuel, c'est la peur de l'homosexualité. » Donc, on voit ici par cet exemple-là que même quand le concept d'homophobie n'était pas tout à fait connu, l'objectif de renverser le problème, il était partagé dans les mouvements homosexuels de l'époque. Et de ce point de vue-là, l'invention du concept d'homophobie, son succès actuel, ça représente évidemment un événement culturel, politique, social majeur. Il ne s'agit pas du tout de nier ça. Mais le concept a été critiqué dès ses débuts et il l'est encore aujourd'hui. Donc là, je vais donner quelques exemples de critiques qui ont été adressées à ce concept-là, mais pour un aperçu plus complet que ce que je peux donner ici, moi, je renvoie à 2 articles, celui de Yannick Bastien-Charlebois ou encore celui de Lynn Chamberlain et Christelle Lebreton, qui font vraiment un très large portrait des critiques qui ont été adressées à ce concept-là. Donc, les principales critiques qui ont été faites à l'endroit du concept d'homophobie, il y en a 2. D'abord, on lui reproche son caractère psychologisant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le concept réduit l'oppression des lesbiennes et des gays à une affaire de préjugés personnels. D'ailleurs, on parle une phobie qui serait possible de corriger par l'éducation, la sensibilisation ou encore par la thérapie. Il y a quelque chose qui peut être avantageux sur le plan rhétorique à faire ça, mais encore une fois, on fait l'impasse aussi sur les rapports de pouvoir, sur les systèmes de domination dans lesquels s'enracinent ces fameux préjugés-là. Et surtout, on ne nomme pas les groupes qui pourraient avoir avantage à ce que ces rapports de pouvoir-là changent ou ne changent pas. Une autre critique qui est faite au concept d'homophobie, c'est son caractère sexiste ou androcentrique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que le concept d'homophobie se concentre en fait sur l'expérience de l'oppression qui est celle des hommes gays et va laisser dans l'ombre ou va invisibiliser celle d'autres groupes minoritaires, par exemple les lesbiennes. Donc, c'est pour cette raison-là que le concept de lesbophobie va parfois être mis de l'avant. Et évidemment, c'est intéressant, mais ça ne règle pas tout à fait le problème parce que, d'abord, le concept de lesbophobie, lui aussi, peut être critiqué pour son aspect psychologisant, mais par ailleurs, il continue de poser l'expérience des lesbiennes comme spécifique par rapport à celle des hommes gays, qui, elles, continuent de fonctionner comme la norme au sein de la minorité homosexuelle. Donc ça renvoie aux rapports de pouvoir qui sont internes à un groupe minoritaire comme celui des gays et des lesbiennes. Donc ça, c'est les critiques qui reviennent le plus souvent à l'endroit du concept d'homophobie depuis sa création. Je me permets d'en souligner d'autres qui sont plus rarement soulignés. Donc le concept d'homophobie, par définition, présuppose l'existence d'une catégorie de personnes homosexuelles et présuppose l'existence sociale des hommes et des femmes. On va définir l'homophobie comme l'hostilité systématique à l'endroit des personnes homosexuelles, qu'elles soient hommes ou femmes. Donc, par définition, les catégories homo-hétéro, hommes-femmes sont impliquées dans ce concept-là. Et bien qu'on puisse les remettre en question tout en utilisant le concept d'homophobie, le concept lui-même n'invite pas nécessairement à cette remise en question-là. Alors qu'on a vu tout à l'heure que la catégorie d'homosexualité, comme les catégories de sexe, si elle existe aujourd'hui et qu'elle a du sens aujourd'hui, c'est précisément le produit des rapports de pouvoir. Donc, on aurait intérêt à remettre ces catégories-là en question. Un autre problème du concept d'homophobie, c'est qu'il se concentre en fait sur la haine et sur les préjugés négatifs, mais qui ne dit pas grand-chose de l'asymétrie entre les homosexuels qui sont supposés incarner la différence et les hétérosexuels qui sont supposés incarner la norme. Du point de vue du concept d'homophobie, ça ne pose pas nécessairement problème ça, puisqu'on se concentre essentiellement sur les préjugés négatifs. D'ailleurs, autre problème, le concept d'homophobie ne nomme pas la norme, ne nomme pas le majoritaire. Il y a des individus dont on va dire qu'ils sont homophobes, on ne sait pas nécessairement pourquoi, mais surtout, on ne nomme pas le groupe qui détient le pouvoir et qui incarne l'universel. Finalement, le concept d'homophobie, il contribue à occulter toute une autre série de concepts et de théories qui ont été proposés depuis les années 70 par des gays et des lesbiennes pour penser leur oppression.
Donc ici, je pense notamment à hétérosexisme et hétéronormativité, qui sont aujourd'hui plus ou moins connus, là, qui commencent à être connus dans le grand public. En tout cas, dans l'article de Jannick Bastien-Charlebois, ce sont ces concepts qui sont discutés contre celui d'homophobie. Je pense donc à ces deux concepts-là, mais aussi à toute une autre série de concepts de théorisation qui ont été proposés depuis les années 70 et qui demeurent, elles, relativement inconnus. Donc ici, je peux en donner une liste qui n'est pas exhaustive, évidemment, mais contrainte à l'hétérosexualité, hétéropression, matrice hétérosexuelle, régime politique de l'hétérosexualité, pensée straight, hétérosocialité. C'est autant d'exemples de concepts, de théories qui ont été proposés depuis les années 70 par les minoritaires eux-mêmes et dont les analyses vont parfois beaucoup plus loin que ce que peut apporter le concept d'homophobie. Donc, pour donner un exemple qui m'est cher parmi tous ces concepts-là, la théoricienne Monique Wittig, une théoricienne lesbienne matérialiste, dans la continuité de Colette Guillaumin, va théoriser l'hétérosexualité comme un régime politique et comme un contrat social qui vient institutionnaliser les rapports d'appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. Selon Wittig, les lesbiennes, mais aussi les gays, dans une mesure différente, rompent le contrat social de l'hétérosexualité, que ce soit conscient ou non. Et c'est précisément parce qu'ils rompent le contrat social de l'hétérosexualité, parce qu'ils mettent en danger la reproduction de ces rapports de pouvoir-là, que va se développer un discours naturaliste sur ces catégories de personnes-là depuis le 19e siècle, comme on l'a vu avec l'invention du concept d'homosexualité et de l'idée de nature qui vient avec. Donc, l'intérêt d'une analyse comme celle de Wittig, c'est d'abord qu'elle nomme le majoritaire. Il est question de l'hétérosexualité comme régime politique, on parle de la pensée straight, on parle de la classe des hommes. Donc ça, ce sont des façons de nommer le majoritaire que ne permet pas le concept d'homophobie. Par ailleurs, cette analyse-là, elle ne prend pas pour acquise les catégories hommes-femmes et homo-hétéro. Elle permet même de penser au-delà, elle permet d'imaginer une société où ces catégories-là auraient perdu leur signification puisque les rapports sociaux qui les rendent signifiantes auraient, eux, été transformés ou abolis. C'est donc ici un exemple parmi d'autres de conceptualisation qui ont été proposées depuis les années 70 et dont le succès est parfois, et qui restent peu connus, notamment en raison du succès du concept d'homophobie parce qu'il contribue à obscurcir ces autres concepts-là. Donc, à partir des exemples des catégories d'homophobie et d'homosexualité que le discours scientifique a contribué à construire, on voit ici que les catégories qu'on utilise pour se nommer comme minoritaire et pour nommer l'oppression à laquelle on s'oppose, bien, ces catégories-là, elles ne sont pas éternelles et surtout, elles sont souvent piégées par les rapports de pouvoir. Ces catégories, elles contribuent à construire les minoritaires comme différents par nature, et à laisser aux majoritaires le privilège d'incarner la norme et l'universalité. Que la différence des minoritaires soit condamnée ou qu'elle soit célébrée, ça ne change rien au fait que seuls les minoritaires sont catégorisés comme différents et sont de ce fait-là privés de l'accès à l'universel. À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est celle des stratégies que mettent en place les minoritaires pour déjouer les effets piégeants des rapports de domination et des catégories que ces rapports-là imposent au monde. Donc, on peut se demander quelles sont les différentes stratégies qui contribuent les différentes stratégies de résistance à la catégorisation à la disposition des minoritaires et dans quelle mesure ces stratégies-là parviennent ou non à changer la donne, à miner les catégories piégées des rapports de domination. Donc, moi, c'est la question à laquelle j'arrive dans ma thèse et que je compte poser au corpus des études gays et lesbiennes, parce que l'émergence de ce champ d'études-là participe d'un projet de constitution de contre-savoir proposé au nom des minoritaires, en rupture donc avec le discours scientifique auparavant qui les prenait pour objet. Donc, autrement dit, ce champ d'études-là participe d'un projet pour les minoritaires de prise de parole, de devenir les sujets de leur propre discours. Et c'est donc pour ça que ce corpus-là m'intéresse. C'est pour ça que c'est dans ce corpus que je veux étudier comment les minoritaires se dépatouillent avec les catégories de la domination.
À ce stade-là, je n'ai pas de réponse définitive à vous offrir à cette question qui est ma question de recherche. C'est un peu le caractère frustrant de la recherche. Ça prend plusieurs années avant d'arriver à des éléments de réponse. Et en fait, moi, je vous dirais que mon hypothèse de travail, c'est qu'il y a en fait plusieurs réponses possibles à la catégorisation. Donc, il va falloir me réinviter dans 1 an ou 2 pour que j'élabore davantage sur les différentes stratégies que les minoritaires mettent en place pour répondre à cette catégorisation-là. En tout cas, ce que j'espère avoir montré ici, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à la question de comment prendre parole quand on est minoritaire, que ce soit dans le champ scientifique ou ailleurs. Parce que cette parole-là, elle est toujours un peu piégée par les rapports de pouvoir et par les catégories de pensée que les rapports de pouvoir imposent au monde. D'ailleurs, on est dans un moment aujourd'hui où les minoritaires, en fait, différents groupes minoritaires prennent la parole à l'université comme dans d'autres milieux d'ailleurs. Et ça, ben, c'est tant mieux. Et ça suscite parfois des débats qui sont difficiles, comme on a pu le voir, par exemple, à l'Université d'Ottawa, autour de l'utilisation de certains termes injurieux. Donc, vous connaissez le débat auquel je fais référence. Mon objectif ici, ce n'est pas de prendre position sur le fond de ce débat-là, mais j'espère avoir montré par ma présentation que la question est en fait beaucoup plus large que celle des seuls termes injurieux. Elle concerne en fait toutes nos catégories de pensée qui sont les produits des rapports de pouvoir. Comme dit Monique Wittig, chaque mot doit être passé au crible. Donc, dans ce contexte-là, et pour revenir sur la question que je posais moi-même d'emblée, à quoi ça sert une recherche comme la tienne? À quoi ça sert de s'intéresser au discours scientifique sur l'homosexualité? Bien, ça peut servir à ça, à ne pas se laisser prendre au piège des catégories de la domination, des catégories que les rapports de pouvoir nous imposent. Rapports de pouvoir dont toute la force et l'ironie consiste à nous faire penser que c'est par ces catégories qui nous sont imposées que passe notre libération. Donc, voilà. Merci.